La coque du transport vibrait encore lorsque j'aperçus, au travers des baies blindées, les masses irrégulières du complexe d'extraction astéroïdale de Cascarque. L'ombre du géant minéral découpait la lumière froide de l'étoile voisine en éclats métalliques. Des filons argentés serpentaient à même la surface, cicatrices laissées par des décennies d'exploitation, et entre eux, de fines lignes noires trahissaient l'existence des sas d'arrimage ou de puits de ventilation. Les balises gravitationnelles diffusaient un halo bleuté qui se perdait dans la poussière de roches flottantes, formant comme un brouillard solide. Je posai la main contre la surface tiède du panneau de contrôle, laissant mes yeux épier les faibles variations de signature thermique autour de la base. Les chiffres défilaient, laconiques: consommation énergétique stable, trafic interne modéré. Trop stable. Une forteresse minière aussi convoitée devrait respirer comme un cœur en course, pas pulser ainsi d'un rythme artificiellement régulier. Dralisvar m'attendait sur le quai d'arrimage, silhouette robuste gainée d'un scaphandre partiellement ouvert. Ses yeux sombres semblaient scruter au-delà de mon visage, comme pour juger la précision de ma venue. Nous nous saluâmes sans cérémonie. L'air du sas portait un goût métallique, saturé des poussières de forage que les filtres ne parvenaient jamais à éliminer. Le dispositif de défense externe est en maintenance tournante, expliqua-t-il en activant son brassard de liaison. Nous ne pouvons aligner plus de 3 batteries simultanément sans risquer une surcharge des conduits à plasma. Je hochai la tête, mais quelque chose dans son intonation m'avertit qu'il taisait une crainte. Le complexe n'était pas seulement vulnérable. Il abritait autre chose qu'il ne disait pas. Nous traversâmes une galerie principale dont les parois étaient vitrées sur les bassins de fusion. Sous nos pieds, des torrents de minerais fondus glissaient comme des rivières d'étoiles liquides. Les opérateurs flottaient dans des harnais magnétiques, manipulant les puits de transfert, silhouettes jouant avec des forces capables de réduire en poussière à croiseurs légers. À mesure que nous descendions dans les sections plus anciennes, l'architecture changeait. Les parois cessaient d'être lisses et modulaires. Elles adoptaient des formes sinueuses, à angles indéfinissables, comme si on avait fondu la roche autour de vides naturels. À certains endroits, des motifs cristallins affleurants diffusaient de brèves phosphorescences, vertes ou violettes, à la limite du spectre visible. Dralisvar ralentit près d'un sas secondaire. L'inscription de sécurité était archaïque, antérieure à l'implantation de l'union des ceintures. Un claquement sec annonça la désactivation du verrou. L'air au-delà était plus froid, imprégné d'une odeur sèche, presque minérale. « Ce secteur n'est pas sur vos cartes », murmura-t-il. Il est pourtant au cœur du gisement. Nous l'avons découvert par hasard lors d'un effondrement. Nous pénétrâmes dans un tunnel naturel, mais les veines de métal à mes côtés semblaient étrangement polies. Le plafond se déployait par endroits en dôme parfait. Constellé de trous, je crus d'abord à de simples bulles de dégazage fossile, mais certaines pulsaient de l'intérieur, comme des pores vivants. À 50 mètres, la lumière des lampes portatives révéla une structure métallique isolée. Un drone figé dans la poussière depuis des décennies. Ses antennes brisées étaient reployées sur une coque fendue. La peinture usée laissait deviner d'anciens marquages effacés par le temps qui ne correspondaient à aucun alphabet humain connu. Je m'accroupis, posai 2 doigts sur le revêtement terni. Une vibration faible me parcourut la main, comme un écho lointain d'activité. Alors que je relevais la tête, Dralisvar avait le visage fermé. Nous n'avons pas réussi à l'alimenter ni à l'ouvrir. Mais les Vurkars, eux, savent sûrement à quoi il sert. Un frisson me parcourut malgré la température glaciale. La flotte Vurkar n'attaquait jamais sans motif clair. Ce drone, ou ce qu'il représentait, était leur catalyseur. Soudain, la paroi à notre gauche émit un craquement sec, suivi d'un grondement qui se propagea dans les vibrations. S'amenuisèrent, remplacés par un grondement assourdi qui semblait jaillir de la roche elle-même. Les capteurs portatifs, toujours fixés à mon avant-bras, battirent soudain d'un clignotement fiévreux. Un pic énergétique venait de percer la toile uniforme des signatures minières. Dans le vacarme filtré des tirs de contre-batterie, j'entendis distinctement le bip irrégulier d'une source inconnue, enfouie sous des strates de métal comprimé, tout près du cœur gravitationnel du champ. Dralis, à demi penché pour reprendre son souffle, se redressa et accrocha mon regard. À la lumière rouge des balises, ses yeux semblaient 2 puits opaques.
Nous savions tous deux que cette fréquence ne correspondait à aucun des appareillages humains de Cascark. La gravité basse nous jouait des tours. Chaque pas nous projetait plus loin que prévu. Les parois millimétrées de poussière métallique effleurant nos combinaisons dans un crépitement sec. Au-dessus de nous, la coque blindée du complexe vomissait ses décharges de plasma à travers les fentes de tir, illuminant fugitivement les flots d'éclats des torpilles Vurkar. Certaines se disloquaient dans un silence parfait, dissipé par les déflecteurs magnétiques. D'autres ricochaient en traçant de fulgurants arcs lumineux dans la nuit saturée de débris. Les vibrations que nous avions subies n'étaient qu'un prélude. Maintenant, les impacts lourds résonnaient jusqu'aux os, comme si l'astéroïde tout entier retenait son souffle. Dralis me fit signe de le suivre vers une issue latérale, une porte coulissante bloquée à demi, derrière laquelle je devinais l'amorce d'un corridor circulaire abandonné. Les balises du plafond étaient éteintes, mais la faible luminescence verdâtre qui s'échappait des interstices me fit frissonner. Ce n'était pas un éclairage d'appoint standard. Chaque pas dans cette galerie semblait nous éloigner non seulement du conflit en surface, mais aussi du temps lui-même. Les parois portaient des inscriptions à demi effacées, tracées dans une matière fine comme de la céramique, mais incrustées de cristaux luisants. Un phénomène parasite étouffait nos récepteurs audio. Un grésillement ponctué de rafales harmoniques se fondait avec nos propres battements cardiaques. Je relevai la tête en croyant entendre une modulation intentionnelle, presque un langage. Mon entraînement tactique me hurlait de revenir en zone sûre, mais le flux de données de mon capteur persistait à dessiner une courbe ascendante vers une source fixe située 300 mètres en contrebas. Dralis brisa le silence. Ce que vous captez, ça pulse depuis bien avant notre installation ici. Je me retournai vers lui. Ses traits étaient plus creusés que je ne les avais jamais vus. Vous saviez qu'il y avait autre chose que du minerai, murmurai-je. Il acquiesça lentement, sans détourner les yeux de ces cristaux qui nous encerclaient. Un choc plus violent que les précédents projeta une pluie de particules sur nos visières. À travers la micro-poussière en suspension, je vis filer un petit essaim de drones défensifs, leurs coques couvertes de griffures noires. L'un d'eux, sans doute perturbé par une onde électromagnétique, décrivit une spirale incohérente avant de se figer net, plaqué contre la paroi par une force invisible. Dralis recula brusquement, et un instant plus tard, le drone s'illumina d'un éclat bleuté semblable à celui des cristaux muraux. Je me surpris à retenir mon souffle. Les Vurkar forçaient l'entrée principale, détournant probablement les systèmes de défense pour masquer leur véritable objectif, atteindre cette source. L'écho grave montait lentement de la roche, et à chaque pulsation, je percevais un changement subtil dans mon propre corps, comme une légère perte d'équilibre, suivie d'un regain de lucidité extrême. Nous atteignîmes un carrefour étroit, où 3 tunnels s'ouvraient vers les profondeurs. Ma visière projeta une carte partielle du secteur, un schéma structurel ancien, incomplet, où les couloirs semblaient suivre une spirale logarithmique vers un noyau central. Le point énergétique s'y trouvait, immobile. Je réalisais que nous étions déjà à l'intérieur du réseau antique, celui qui précédait toute trace humaine ici. Un souffle d'air tiède nous enveloppa, inexplicable à cette profondeur. Dralis leva un bras pour signaler l'arrêt, mais il n'eut pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. Un grondement feutré retentit derrière nous. Une ombre glissa sur le sol, rapide, sans le moindre frottement de pas. Mon instinct me fit basculer sur le côté. La silhouette qui se matérialisa devant nous était fine, haute, reflétant la lumière des cristaux par une série de plaques articulées. Pas un Vurkar, pas humain non plus. Ses gestes étaient mesurés, presque hésitants. Les capteurs sifflèrent, saturés d'ondes. L'entité inclina légèrement la tête, puis prononça un son grave qui vibra dans ma cage thoracique. Je sus alors pourquoi j'étais venu jusqu'au complexe d'extraction astéroïdale de Cascark, à travers cette mer de poussière et de radiation. Obtenir, coûte que coûte, les coordonnées précises de la chambre isotopique scellée enfouie sous la croûte férique de K17. Ces données étaient la clé pour alimenter l'interface que Kredaiki essayait de réparer, et sans elle, nos chances de quitter ce secteur s'étiolaient comme l'oxygène dans une soute percée. Aucun mensonge, aucune diversion ne me sauverait. Il faudrait convaincre ou voler.
La chose devant moi se présenta par un motif de pulsation infrasonore, dont mon implant traduisit « gardien séquentiel du noyau ». Pas un nom au sens humain, mais une fonction incarnée. Sa mission, je le sentais dans mon crâne, comme un écho imposé, était de préserver l'intégrité énergétique du complexe contre toute intrusion. Le signal du drone vibrait encore dans ma paume lorsqu'un léger chuintement, presque organique, se fit entendre dans le métal autour de nous. Une section de paroi, que j'avais prise pour un simple renfort structurel, se démit lentement de ses ancrages. Sous l'éclairage intermittent de secours, un trait de lumière crue jaillit, révélant une ouverture étroite. L'air en émana tiède et poussiéreux, avec une odeur d'ozone ancien, comme si le vide lui-même avait retenu son souffle depuis des millénaires. Dralis tourna vers moi un regard dont la défiance se mêlait à une fascination muette. Nous savions tous deux que cet accès n'appartenait pas au plan humain du complexe d'extraction astéroïdale de Kaskark. Je ne pus m'empêcher d'effleurer le bord de l'ouverture. La texture n'était ni celle d'un alliage reconnu, ni celle d'une roche minière brute. Un motif de fines stries concentriques, impossible à produire avec les outils d'excavation modernes, tapissait l'intérieur comme une empreinte digitale cyclopéenne. Derrière, un couloir se perdait dans une obscurité liquide. La vibration lointaine des canons orbitaux résonnait jusque dans mes molaires. À travers la mince cloison, de brefs éclats bleus traduisaient les décharges de nos tourelles à particules fendant les amas de poussière. Les Vurkar essayaient d'orbiter à la limite de nos défenses, engageant par salve magnéto-hydrodynamique, espérant saigner peu à peu nos boucliers. Mais quelque chose, dans leur persistance à frapper ce secteur isolé, confirmait mes soupçons. Ils savaient. « Avance !» souffla Dralis, sa main glissée vers le holster de son arme. La gravité artificielle, déjà instable, chutait par à-coups, me projetant tantôt en flottaison, tantôt m'écrasant dans une pesanteur soudaine. Une tornade de particules luminescentes se mit à dériver dans le couloir après notre passage, trahissant d'innombrables micro-fissures par où s'échappait une atmosphère qu'aucune équipe de maintenance n'avait respirée. Mes bottes effleuraient des dalles qui semblaient absorber la lumière de nos lampes frontales, créant une sensation d'absence de sol. À une vingtaine de mètres, le passage s'élargit brusquement. Un espace semi-circulaire, enchâssé dans la roche, accueillait une structure haute de 5 mètres, sourdement vibrante. Sa surface, d'un noir saturé, reflétait non pas l'éclat, mais la géométrie déformée de nos silhouettes. Le drone, toujours dans ma main, se mit à émettre une pulsation douce, synchronisée avec la structure. « Voilà ta preuve, Kreideiki » murmura Dralis, la voix rauque. « Ce n'est pas nous qui avons bâti Kaskark, et ça, les Vurkar veulent le réveiller. » Un violent choc nous fit ployer. Une pluie de poussière métallique s'abattit depuis la voûte. Le complexe venait de subir un impact direct. Je sentis dans ma cage thoracique le frisson sourd des résonances à travers la masse de l'astéroïde. Puis, distinct du grondement constant des batteries lourdes, un bruit plus subtil s'imposa. Un bourdonnement grave oscillant, comme un chant sous-marin filtrant à travers la pierre. Je compris alors que la structure répondait à l'attaque. Des lignes argentées se mirent à courir le long de sa surface, dessinant un réseau complexe d'arcs et de nœuds. Semblable à la cartographie vivante d'une tempête magnétique, les motifs pulsaient vers l'extérieur, se projetant sur les murs, où la roche paraissait soudain translucide, laissant deviner des couloirs encore plus profonds. Dralis tendit la main, hésitant à établir un contact. Mais avant qu'il ne le fasse, un flux de particules érigea autour de la structure un voile irisé. Ma visière udéode capta un pic énergétique brutal, suffisant pour, s'il était projeté, fendre la coque d'un croiseur lourd. Ma radio interne grésilla. La voix tremblée d'un opérateur de pont me parvint à travers des interférences saturées. Secteur Sigma compromis. Perte massive. Les défenses extérieures cèdent. Il n'y eut pas besoin d'images pour savoir ce que cela signifiait. Talmarik pressait maintenant l'assaut. Ce repli tactique simulé n'était qu'une manœuvre pour concentrer ses frappes là où notre mystère sommeillait. On referme et on oublie, lâcha Dralis, déjà en train de reculer. Trop tard, répondis-je. Si nous ne comprenons pas ce qu'elle fait, c'est eux qui s'en serviront. Un nouveau flash, mais celui-ci venait de l'intérieur de la structure. Instantanément, tout mon champ visuel se modifia.
Les murs devinrent des nappes diaphanes, laissant voir au-delà de notre dimension immédiate. J'aperçus le complexe, non pas tel qu'il était, mais tel qu'il serait. Traversé de fractures lumineuses, où circulaient des formes impossibles, insectiles et fluides à la fois. Je reculai d'un pas, le cœur martelant. « Kreideiki, tu vois ça » soufflai-je. « Je le vois, et je préférerais ne pas » grogna-t-il, ses antennes sensorielles frémissantes. Dralis, lui, restait figé, incapable de détacher son regard des formes mouvantes. « Ce ne sont pas des projections. Ce sont des points de passage, affirma-t-il d'une voix atone. « Exact. Et si nous ne trouvons pas lequel conduit au cœur énergétique du complexe, ils s'en empareront avant nous. » dis-je en reprenant mon souffle. Mon objectif se cristallisait. Identifier, dans cette symphonie de cassures futures, la fêlure qui menait directement au noyau, avant que nos adversaires, quels qu'ils soient, ne comprennent son existence. Chaque battement de lumière était peut-être un compte à rebours silencieux vers notre perte. La cloison coulissante se referma avec un fracas métallique, la pression hydraulique des verrous complétant le claquement par un grognement étouffé. Derrière nous, le boyau sous gravité basse s'éteignit comme une caverne dont on arrache la lumière. Devant, la courbure du couloir pressurisé du bloc Sigma s'étirait, ponctuée de lueurs rouges qui palpitèrent au rythme de l'alarme. L'air sentait déjà là. Poussière de composite chauffée par les impacts. Dralis jura entre ses dents, et nous nous mîmes à courir. À chaque enjambée, je sentais encore dans mes os l'écho sourd de la dernière secousse. Les parois vibraient, minces membranes de métal prises entre deux océans de force. À l'extérieur, les torpilles magnéto-hydrodynamiques des Vurkar, et à l'intérieur, toute l'infrastructure tendue, prête à céder. Par une meurtrière oblongue, je surpris un pan de la bataille. Des gerbes azurées jaillissaient des batteries électrocinétiques, trançant le vide vers des cibles invisibles. Les étoiles tremblaient derrière un voile de poussière d'astéroïdes. On aurait dit que l'univers lui-même s'était replié sur ce point de roche et d'acier. Dralis ralentit brutalement, me saisit par l'avant-bras. Sa visière opaque reflétait la lumière vacillante, mais j'entendis la rugosité dans sa voix. « Kreideiki, on ne peut pas passer par la dorsale est. Les capteurs indiquent une dépressurisation partielle. On prend le conduit d'inspection. » Je compris immédiatement pourquoi il appelait ça une option secondaire. Un boyau vertical, étroit, saturé d'odeurs d'huile et de câbles thermoisolants, descendant vers les sections basses. Nos bottes magnétiques claquaient contre les barreaux de l'échelle et chaque pas plus bas nous plongeait dans un silence différent, épais, comme si le vacarme des canons et des impacts ne pouvait traverser cette matière étrangère qui s'infiltrait dans les structures du complexe. La lumière y était plus ancienne, teintée d'ambre, pulsant faiblement dans les câbles. Ici, l'architecture n'était plus tout à fait humaine. En atteignant le palier inférieur, une ouverture irrégulière s'offrait sur ce qui, selon les relevés officiels, devait être un ancien puits d'extraction abandonné. Mais le sol n'était pas de gravats. Il formait des motifs concentriques gravés dans une roche qui miroitait dans le spectre ultraviolet. Je crus d'abord à un effet des projecteurs jusqu'à ce que ma combinaison corrige l'éblouissement et que les cercles persistent, comme si la pierre gardait une mémoire lumineuse. Dralis me fit signe de couper mon micro. Ses gestes étaient précis, presque cérémonieux. Il me montra alors un point faible de la paroi, où les strates cristallines se rejoignaient comme scellées par une force géologique inversée. Avec un simple contact du gant, un pan entier pivota sans bruit vers l'intérieur. Derrière, un couloir bien plus haut que nécessaire, légèrement en pente, ses parois semblaient vivantes, parcourues de filaments liquides qui pulsaient à intervalles réguliers. L'air y était plus froid, chargé d'un parfum minéral inconnu. Ces tunnels, tu sais déjà qu'ils ne sont pas de nous, dit Dralis. J'acquiesçais, incapable de détacher mes yeux des filaments lumineux. Chaque pulsation semblait résonner dans ma poitrine comme un battement étranger. Je compris que nous franchissions un seuil. Derrière, les rodomontades tactiques de la bataille perdaient leur sens. Devant, il y avait ce réseau antique dont une partie peut-être communiquait avec tout l'astéroïde. Nous progressâmes en silence, seuls les froissements de nos combinaisons accompagnant le pas. Au bout de quelques dizaines de mètres, l'inclinaison devint plus marquée, comme si le couloir se levait autour d'un axe invisible. Puis, un frisson me parcourut. Le sol vibrait d'une façon différente, pas comme les secousses des torpilles. Une ondulation régulière,
bien plus lente, s'infiltrait par la plante de mes pieds, escaladait mes jambes et me donnait l'impression qu'on m'observait. Non avec des yeux, mais avec la matière elle-même. Dralis stoppa, activant un holocartographe de poignet. Ses traits se crispèrent. Les Vurkars ont déjà pénétré une autre section. Ils avancent vers ce point précis. Un bourdonnement traversa le tunnel, flottant entre audible et ressenti dans les eaux. Mes capteurs internes frémirent, signalant des interférences. Derrière nous, la lumière du passage se réduisait, avalée par un voile argenté. Mon instinct de tacticien réclamait un repli immédiat. Mais quelque chose me poussait à continuer, à comprendre. Nous débouchâmes enfin dans une vaste cavité. Au centre, suspendue dans l'espace par des arcs de roches modelées, flottait une sphère de métal patiné. Elle vibrait très légèrement, dégageant une chaleur douce. Sur sa surface, des lignes incisées pulsaient comme des veines lumineuses, changeant de motif au rythme de je ne sais quelle respiration enfouie. Puis une ombre se glissa entre nous et la sphère, distordant l'air comme un mirage. Les contours se précisèrent, une silhouette cuirassée, haute de 2 mètres, dont le casque masquait toute expression. Les optiques rouges me fixaient déjà. D'une voix grave, modulée par un filtre saturé de tarasite, elle déclara que nous n'avions pas le droit d'être ici, et que la matrice cœur était sous sa garde. Mon senseur d'épaule crépita, brouillage actif, verrouillage de mes canaux de communication. Sans préambule, il projeta vers moi un faisceau compacté d'ondes soniques. La roche autour vibra, se craquela. Mes muscles se tendirent dans la résonance douloureuse. Je fis basculer mon arme vers l'axe gauche, visant sa jointure d'armure. Mais il anticipa, projetant un champ de force oblique qui détourna mon tir dans un gerbe de lumière multicolore. La vibration sous mes pieds se mua en un craquement humide, comme si le métal lui-même se tordait de douleur. Devant nous, à moins de 50 mètres, la paroi d'alliage renforcée se gondola sous l'effet d'une onde invisible. Une fraction de seconde plus tard, elle se déchira en un lacis brutal de panneaux arrachés, soufflant dans le tunnel une gerbe de débris en fusion. L'air s'évapora dans un mugissement affamé. La basse gravité nous sauva d'un éparpillement mortel. Le souffle qui aurait pulvérisé nos corps sur une paroi ne fit que nous soulever, nous précipitant plus loin dans la galerie, comme des feuilles dans un courant violent. J'entendis Dralis hurler quelque chose, sa voix avalée par le vacarme. Sa silhouette pivotait dans la faible lumière rouge, sa main tendue agrippant mon avant-bras. Nous rebondîmes contre une échine métallique et je sentis la morsure glaciale qui s'insinuait déjà depuis la brèche. Au-delà des nœuds vides, filaient des éclats rougeoyants issus de la coque éventrée du complexe, fusant comme des étoiles brisées vers l'obscurité de la ceinture. Un rideau de verrouillage d'urgence se déploya avec la lenteur d'un souvenir. Chaque seconde me donnait l'impression qu'une partie de mon sang s'échappait dans ce maelstrom silencieux. Le panneau blindé se referma enfin, étouffant l'appel du vide et laissant dans l'air ce silence assourdissant qui succède au coup. L'éclairage se réduisit au strict minimum, un damier rouge, palpitant comme un cœur malade. Dralis s'arracha à ma prise et verrouilla un panneau de contrôle mural d'un geste sec. Les diodes du verrou s'allumèrent en série et il souffla entre ses dents. C'était une torpille magnéto-hydro avec charge pénétrante, précise, très précise. Ils savent que ce tunnel existe. Je ne répondis pas. Je scrutais la paroi affaissée, encore tiède, sur laquelle les motifs en nid d'abeille de l'alliage interne se mêlaient au tracé encore visible des anciennes gravures que j'avais remarquées plus tôt, là où la structure humaine se superposait à un squelette plus ancien, d'une logique architecturale étrangère. Les Vurkars avaient frappé là intentionnellement. Et cela voulait dire qu'ils connaissaient bien plus que les systèmes standards du complexe. Nous reprîmes notre progression en sens inverse, naviguant entre câbles distendus et plaques arrachées. Le sol vibrait encore sous les impacts du duel en surface. Chaque secousse roulait dans les murs comme un tambour sourd. Le réseau interne projetait, par intermittence, des hologrammes tactiques sur les cloisons grâce aux projecteurs fracturés à nos côtés. Sur l'un d'eux, je vis la silhouette allongée des croiseurs Vurkar, leur coque hérissée d'émetteurs à rayonnement spiralé, avançant depuis les zones ombrées de la ceinture,
À travers une meurtrière de maintenance, j'aperçus les canons orbitaux du complexe cracher des nuées de projectiles hypercavitants vers l'intrus le plus proche. La lumière de chaque tir se reflétait dans les débris flottants, créant l'illusion d'une pluie d'éclats au ralenti. Mais les positions ennemies semblaient se resserrer autour d'un point invisible, juste à la verticale des tunnels antiques. Dralis guida nos pas vers une écoutille latérale qui s'enfonçait dans un puits vertical. La gravité artificielle y était instable. Nos mouvements se mêlaient à des flottements brusques, comme si l'astéroïde respirait sous nos pieds. Alors que nous descendions, je repensais à Kreideiki. Il était quelque part dans la salle tactique supérieure, lié au réseau de commandement, peut-être déjà informé de cette brèche ciblée. Sa réputation de stratège venait de batailles où il avait anticipé l'ennemi avant même qu'il ne déclenche l'assaut. J'espérais que cette fois, ce don ne se heurte pas à la froideur mécanique d'un plan préparé depuis longtemps par Talmarik lui-même. Nous atteignâmes une plateforme circulaire ouvrant sur un couloir de service. L'odeur métallique et piquante du plasma froid se mêlait à celle, plus ancienne, de la roche minérale. Les murs suintés d'humidité condensée cépaient les entrailles moins connues du complexe, loin des zones aseptisées. Dralis ralentit et, changeant de ton, me lança à mi-voix. On ne pourra pas défendre ces tunnels sans comprendre ce qu'ils cachent. Je crois que tu sais ce que je veux dire. J'acquiesçai. Mon esprit revoyait le drone ancien. Ces plaques couvertes de symboles en spirale et en chevrons, ces vibrations résonnant comme une fréquence d'attente. Et si cette chose n'était pas seulement un témoin d'un passé inconnu, mais une balise, un signal qui, maintenant que nous l'avions déplacé, guidait directement nos assaillants dans ce dédale de tunnels. Dralis m'adressa un regard bref, presque inquiet, puis tourna vers une galerie latérale. « Suis-moi. Ici, l'air est trop lourd et trop écouté, » ajouta-t-il. Nous débouchâmes dans une caverne aux parois vitrifiées par d'anciennes décharges minières. Au loin, un vibrement sourd montait, comme une respiration métallique tapie derrière la roche. Des stalactites de minerais scintillaient sous la lueur rouge d'un lampion portatif. Dralis s'approcha d'un conduit vertical, souffla sur la poussière qui recouvrait les gravures. Un cercle franchi par un trait oblique, répété en enfilade, jusqu'à disparaître dans la pénombre au-dessus de nous. « La salle des trémies de Cascarque » chuchota-t-il. « Si on veut comprendre le signal, c'est là qu'on doit aller. » Je sentis alors tout le poids invisible de ce que nous allons. Un frisson presque organique parcourut la paroi métallique quand le noyau énergétique se ralluma. La pulsation lumineuse y se propagea dans les conduits, n'avait rien de nos routines de démarrage usuelles. Dralis et moi, nous étions figés dans le sas, encore essoufflés par notre fuite, à écouter ce ronflement grave, presque minéral, qui s'amplifiait comme si l'astéroïde lui-même se réveillait. Aucun technicien n'était à proximité. Personne n'avait donné cet ordre. Pourtant, les capteurs intégrés aux cloisons se mettaient à vibrer à l'unisson du réacteur, comme si quelque chose, enfoui dans les strates profondes du noyau de Cascarque, venait de s'arrimer à nos systèmes vitaux. Dralis échangea avec moi un regard raide, celui qu'on lance quand toutes les hypothèses rassurantes viennent de mourir. Les sirènes d'attaque ennemies hurlaient toujours, mais désormais, elles semblaient minces à côté des basses puissantes qui montaient du cœur. En contrebas, par une vitre blindée, j'aperçus le halo défensif du complexe lancer ses salves contre les torpilles Vurkar. Les éclats d'interception illuminaient la poussière spatiale comme une neige d'aiguille, avant qu'elle ne soit avalée par l'ombre de l'astéroïde. L'onde suivante nous déséquilibra. Non pas une frappe extérieure, une impulsion interne, comme une reprise de contrôle. Les plafonniers changèrent de régime et diffusèrent une lueur ambrée inédite. J'entendis derrière nous les cliquetis des portes automatiques qui se verrouillaient, isolant certains secteurs. J'activai mon com, mais seul un souffle brouillé me répondit. Nos communications étaient saturées par une trame parasite, rythmée comme un battement liquide. Nous nous engageâmes dans le couloir courbe menant aux quartiers habitables. La gravité artificielle vacillait par à coups, forçant nos pas à se figer pour éviter une chute flottée.
À chaque pulsation du réacteur rénové par cette force étrangère, les parois semblaient se réajuster de quelques microns, émettant un gémissement de contrainte. J'avais déjà vu des réacteurs s'emballer, mais celui-ci, il ne chauffait pas. Il s'adaptait. Dralis se tourna vers une console encastrée à même le mur et tenta de forcer un accès technique. Les caractères apparurent, puis se distordirent en glyphes inconnus, un entrelac de courbes anguleuses qui me rappelaient les marquages du drone découvert quelques heures plus tôt. Cela confirmait ce que je craignais. L'engin antique n'était pas un artefact isolé. Il faisait partie d'un réseau latent, profondément lié à l'infrastructure ancienne sous nos pieds. Une secousse plus forte nous projeta contre la cloison opposée. Dans la déchirure entre deux panneaux, j'aperçus un filament de lumière couler comme un liquide visqueux, épouser les jointures, puis disparaître. Ce ne pouvait pas être une fuite de plasma, aucune chaleur détectable. Mais la sensation au creux de mon ventre me dit que ce flux tissait quelque chose, reliant le réacteur à un circuit enfoui dans les tunnels antiques. À cet instant, un impact extérieur fit vibrer tout le secteur. Les projecteurs extérieurs balayèrent un vaisseau Vurkar qui avait percé notre première ligne et tentait une insertion par le flanc détaché de l'astéroïde. L'appareil semblait ignorer la défense anti-torpille, comme s'il connaissait son rythme de tir. Talmarik ne venait pas juste pour détruire nos stocks miniers. Il se dirigeait droit vers le cœur ancien du complexe. Dralis cria dans le vacarme que nous devions rejoindre le centre de commande secondaire. Nous accélérâmes, poussés par les à-coups gravitationnels, en franchissant des passerelles au-dessus de vides ponctués de faisceaux et d'éclats d'outils suspendus. Dans un angle, un champ de confinement s'était formé, emprisonnant non des débris, mais des fragments d'alliage translucides qui se recomposaient lentement comme guidés par une volonté invisible. Je détournai le regard pour me concentrer sur notre trajectoire, mais l'image me resta imprimée. Nous arrivâmes à une porte blindée que je n'avais jamais vue fermée. Dralis lança une séquence de contournement, mais, à notre surprise, la porte s'ouvrit toute seule. Une extension cylindrique, bardée de conduits instables, nous accueillit. L'air y était saturé d'ozone et de quelque chose de plus ancien, presque organique, comme si la roche avait respiré. À l'intérieur, un plan holographique du complexe flottait au centre, animé non par nos systèmes, mais par la même pulsation qu'au cœur du réacteur. Des filaments lumineux serpentaient sur la carte, reliant les galeries modernes aux segments anciens. Et parmi ces liaisons, 3 points rouges s'allumaient. L'un d'eux coïncidait avec notre position. Les 2 autres, exactement sur la trajectoire que le vaisseau de Talmarik suivait dans son approche. Depuis la ceinture rocheuse. Kraideki apparut derrière moi, ses yeux vrillant le plan, comme s'il pouvait y déceler la pensée qui l'animait. Gerlan, notre opératrice de forage, s'était figée, mâchoire serrée. Je reconnus sur son visage le masque de quelqu'un qui savait plus qu'elle ne l'admettait. Mon sang se glaça. Un souvenir refit surface, celui d'une réunion clandestine sur la plateforme orbitale de Raalten, où Gerlan s'était éclipsé avant de réapparaître, escorté par Talmarik. Je compris que c'était elle qui avait transmis la configuration des conduits anciens. La trahison éclata en silence, mais l'urgence ne me laissait pas le luxe de l'affronter. Je devais choisir, prévenir immédiatement Kraideki et risquer qu'elle sabotage notre repli, ou rester muet pour atteindre l'un des points rouges avant l'intrusion ennemie. Mon objectif s'imposa avec une froide netteté. La révélation de Dralis tomba comme un souffle glacé dans mon oreille, m'arrachant à l'ivresse rougeoyante du combat que j'observais derrière les hublots blindés. « Ce n'est pas un réacteur, souffla-t-il. C'est une arme. » D'un geste brusque, il m'agrippa par le harnais, me forçant à quitter la paroi d'observation. Le sol vibrait par à-coups, alternant l'écrasement de la gravité compensée et les dérives flottantes de ses ratés. Les lumières changèrent de teinte, verte puis orange. L'algorithme d'urgence venait d'estimer que l'intégrité de la coque tombait sous 83%. Je balançais encore entre son affirmation et ce que j'avais vu, il y a moins d'1 heure, la chambre du noyau, avec ses colonnades de câbles torsadés, et ce drone ancien, posé au milieu comme un poisson étrange figé derrière une vitre. Ce n'était pas une centrale de fusion ordinaire. Les circuits périphériques semblaient plus organiques que mécaniques, modulés pour déformer l'espace autour du cœur, plutôt que pour alimenter les conduites poussées. Une arme, donc, mais conçue pour quoi?
Un double choc résonna depuis l'axe supérieur de l'astéroïde. L'air vibra, et ma joue sentit la morsure métallique de la cloison. Dralis me poussa dans le couloir transversal, direction les sections internes. Nous croisions des techniciens propulsés en apesanteur, bras serrés sur des caisses de composants ou tirant des câbles d'alimentation flottants comme des veines arrachées. « Talmarik sait, dis-je. » La mâchoire de Dralis se contracta, ses orbites cherchant un point imaginaire à travers les parois. Il ne serait pas venu autrement. Une nouvelle salve ébranla le complexe. Une pluie de miettes de peinture noirâtre s'échappa des poutrelles, dansant devant nos visières. Au détour du corridor, la lumière changea encore. Cette fois, un rouge clinquant, cruel. Une cloison blindée se referma derrière nous, avec le claquement d'un piège. Nous entrâmes dans la salle Gamma, le poste de coordination interne. Des hologrammes fluctuaient au-dessus de tables circulaires, silhouettes de croiseurs Vurkar. Signaux désynchronisés par l'interférence de poussières ionisées. Un opérateur patchait en urgence les lignes de capteurs, jurant à voix basse. On maintient encore 2 tours de batterie sur l'Axest, dit Dralis à la ronde. Ses yeux glissèrent vers moi, puis vers la silhouette penchée sur la console centrale. Gerland. Ses doigts effleuraient les commandes comme si elles répondaient à ses pensées. Ses paupières lourdement maquillées se levèrent à mon approche. Dans un calme presque fin. « Belle situation », lança-t-elle. « Les vieux tunnels, les drones, et toi, Kredeki. Tu es venu chercher ton puzzle tactique ?» Mon instinct gronda. Les flux de données reflétés sur ses iris n'étaient pas ceux d'un poste défensif classique. Trop linéaire, trop précis. Elle travaillait sur un conduit où les signatures énergétiques convergeaient vers la zone que Dralis venait de qualifier d'arme. Et les Vurkar n'avaient pas encore réussi à percer près du noyau, ce qui signifiait qu'ils savaient adresser leur attaque pour pousser quelqu'un, ici, à l'activer. Des détonations plus lointaines roulèrent à travers la structure, presque un chant grave, répercuté par des kilomètres de parois rocheuses. Derrière les projections tactiques, les filaments bleus et or du champ magnétique. Défensifs perdaient de leur opacité. « Pourquoi Kaskark ?» demandai-je, la voix trop basse pour la section entière. Gerland ne détourna pas son regard. « Parce qu'ici, on garde les choses oubliées. Et parce que toi, capitaine, tu comprends ce que veut dire changer le cours d'une guerre. » Une alarme ponctua ces mots, longue, déchirante. Le plafond trembla, suspendant l'air une fine pluie de poussière argentée. Les écrans s'emplirent d'un éclat blanc qui me brûla les rétines même à travers le filtre adaptatif. Un croiseur Vurkar venait de tirer à bout portant sur le dôme externe, projetant des morceaux de blindage en spirale dans le néant. L'opérateur cria qu'une brèche secondaire s'ouvrait dans le secteur Antares, juste au-dessus des conduits antiques. C'était là que menait le tunnel où j'avais trouvé le drone. Je me penchai sur l'holotable et réaffichai la cartographie interne des galeries, zoomant sur le tracé des conduites. Des couloirs spiralés, enfouis dans la masse rocheuse, semblaient converger non pas vers le réacteur, mais autour de lui, à la manière de chambres de résonance. Si cette arme fonctionnait par projection d'ondes métaspatiales, le cœur pouvait transformer l'espace local en un maelstrom meurtrier, écrasant la flotte entière, et tout le reste à portée. Dralis serra les mâchoires, conscient que toute tentative d'approche déclencherait l'onde fatale. Les vibrations se répercutèrent encore le long des passerelles quand la voix sèche de l'officier censeur éclata dans l'intercom. Deuxième flotte ennemie, sortie d'hypersaut, vecteur inverse à la première. Je me figeai. Devant moi, derrière la verrière blindée de la coursive, les traînées incandescentes des batteries externes se croisaient en un réseau éblouissant. Les relevés tactiques sur mon écran portatif se mettaient à clignoter, quadrillage saturé de points rouges. Chaque éclair, un contact de plus. Un accord tacite passa entre Dralis et moi. Nous n'avions plus de marge. Nous débouchâmes dans la galerie pressurisée, haletant, encore lesté de poussière métallique. Ici, la gravité tournoyante du secteur central écrasait à nouveau mes pas, modifiant mon équilibre. Le couloir vibrait par saccades, comme si tout le complexe respirait à contretemps. Un grondement lointain s'accrocha aux parois, et je sentis plus que j'entendis l'impact suivant. Un coup mat, prolongé d'un gémissement de métal tordu. 3 équipes d'ingénieurs surgirent de derrière un rideau thermique, traînant des câbles supraconducteurs. L'un d'eux jura en me reconnaissant et s'écarta juste assez pour qu'on passe. Au loin, un halo bleuté se déplaçait derrière les cloisons translucides. Un nuage de plasma magnétique, projeté par un lanceur ennemi,
heurtant notre champ de confinement externe. Les strates d'armure chauffaient à vue d'œil. « Kredeiki » souffla Dralis en évitant le regard d'un mécanicien qui l'interpellait. « Ils veulent nous coincer entre les deux flottes. » Je connaissais cette méthode d'encerclement. Les Vurkars coupaient les routes de saut, puis bombardaient les défenses jusqu'à rupture, laissant tout abordable à leur transpo. Leur arrivée simultanée ne relevait pas du hasard. Talmarik avait prévu chaque contre-mesure. En rejoignant la salle de coordination tactique, nous passâmes devant une baie oblongue donnant sur une poche minière effondrée. À travers le vitrage, je distinguais la pénombre granuleuse du vide, parsemée d'éclats flottants. Parmi eux, j'aperçus l'un des drones que j'avais examiné plus tôt, ou peut-être son jumeau. Gravité nulle, carapace piquetée de cratères, il glissait lentement vers un sas extérieur. Je me surpris à me demander si c'était une évacuation ou une récupération forcée par l'ennemi. À l'intérieur du centre tactique, les parois étaient saturées d'hologrammes en 3 dimensions. Des nappes lumineuses représentaient les trajectoires des 2 formations Vurkar. Entre elles, notre minuscule conglomérat de modules armés tenait de là. Luciole au milieu de 2 prédateurs. Des lances énergétiques, modélisées par des filaments rouges, perçaient parfois l'espace virtuel, matérialisant chaque tir à vitesse relativiste. Dralis prit immédiatement la main sur le canal commando. Sa voix tranchait sur le tumulte. « Escadrille 8, resserrez sur l'anneau ouest, laissez l'ouest se dégarnir. » Je compris ce qu'il manigançait, un vide apparent, un appât pour tirer l'ennemi dans l'axe des batteries minières encore opérationnelles. Mais cela supposait que l'ennemi mordrait à l'hameçon, et avec Talmarik à la tête, rien n'était certain. Mon attention se fixa sur un autre élément de la projection. Sous la croûte de l'astéroïde, un réseau en spirale apparaissait en surbrillance. Pas nos galeries recensées, mais ces conduits antiques que Dralis m'avait montrés sur les plans scellés. Le drone inconnu y était aligné, trajectoire convergente vers un nodule profond, trait de la chambre subductive. La simple vue de cette configuration ébranla ma respiration. Les Vurkars ne cherchaient pas seulement à détruire Kaskark, ils visaient précisément ce cœur enfoui. Ils ne pilonnent pas uniformément, remarquai-je. Ils ouvrent des couloirs ciblés jusqu'à ce point. Dralis croisa mon regard, grave. Et si Talmarik a déjà eu l'équipe infiltrée, ce couloir, c'est la sortie qu'ils veulent pour remonter. Un nouveau choc parcourut la structure. Les lumières vacillèrent, plongèrent la salle dans un frisson bleuâtre. Sur un canal latéral, la voix hachée de Zerlan s'invita. « Secteur 19 compromis, les digues thermiques se déforment, j'ai besoin, parasitage, urgence. » Puis plus rien. Le silence qui suivit me serra le poignet invisible d'une anxiété nouvelle. Zerlan, que je soupçonnais déjà d'accointance avec Talmarik, postait justement autour des puits 19. Je ne pouvais plus rester spectateur. J'activais mon module de liaison et sélectionnais la carte sectorielle la plus récente. Les zones d'ombre près du puits s'étendaient comme une ecchymose numérique, avalant les signaux. Un battement lourd monta dans ma poitrine, aussi régulier que le scintillement blanc qui fendait l'obscurité des écrans. Ce même éclat fugace que j'apercevais depuis des jours, comme un rappel muet que tout, tôt ou tard, se fracture. Je repensais à ce soir sur Néré 4, au cours de ma première mission, quand j'avais choisi de me taire plutôt que de dénoncer un défaut de structure, et vu le dôme s'effondrer sur 6 opérateurs. Cette culpabilité-là, longtemps enfouie, se réveillait à présent, me happant au point de brouiller ma respiration. Entre l'envie de fuir et l'impulsion d'agir, quelque chose céda en moi. Je compris que ce signal récurrent, cette pulsation de lumière que je croyais accidentelle, était mon propre verdict intérieur. Soit j'acceptais d'être complice par mon silence, soit je me laissais transformer par l'acte d'intervenir, quoi qu'il voici. Le texte avec toutes les occurrences de Talmarik, remplacé par Talmarik, conformément à ta demande. Le grondement du cœur du complexe prenait une texture différente. Moins celle des turbines au régime de croisière qu'un ton rauque devenu instable. Les aiguilles sur l'écran de diagnostic grimpaient au-delà de la zone rouge, oscillant avec une lenteur poisseuse qui me donnait la nausée. J'ai saisi Dralisvar par la manche, mais il savait déjà. Le réacteur primaire, heurté par les ondes d'impact, venait de franchir le point où ses régulateurs magnétiques perdaient la maîtrise du plasma. Nous n'avions plus que quelques minutes avant que la chambre de confinement ne ploie comme un linge trop tendu. Et derrière chaque paroi,
Je pouvais presque entendre le souffle d'une catastrophe qui se préparait. Le tunnel vibrait à nous arracher les os, forçant chacun de mes pas à se réhabituer à un sol mouvant. Nous nous sommes engouffrés dans la galerie latérale qui menait aux anneaux centraux. Dralisvar devant moi comme une ombre lourde sous la lumière pulsée. D'urgence, les impacts ennemis, eux, résonnaient comme un tam-tam creux dans les couches d'acier et de roche, signe que les Vurkars intensifiaient leur barrage. Une odeur irritante de métal calciné emplissait l'air recyclé. Je savais que plus loin, dans la salle de contrôle thermique, les ingénieurs tentaient désespérément de déclencher un délestage partiel du plasma. Mais Kaskark était vieux, capricieux, truffé de sections obsolètes. Pas certain que la purge atteigne les circuits encore valides. Une porte coulissa lentement sous l'effort de Vérin fatigué, laissant apparaître la baie d'observation médiane. La transparence céramique vibrait comme une membrane, diffractant la lumière crue des torpilles à impact fluide. Au dehors, les tourelles du complexe crachaient leurs hurlements photoniques, traçant des arcs d'ions turquoise dans le vide. Entre deux éclats, j'aperçus les silhouettes compactes des croiseurs Vurkars, s'ouvrant en formation organique comme un essaim de prédateurs déployant leurs mandibules. Talmarik ne frappait pas au hasard. Ses tirs visaient clairement le secteur où se trouvait le réseau antique que nous avions effleuré quelques heures plus tôt. Dralisvar me lança un regard où perçait la résolution brute. Il ne parlait pas, mais je comprenais. S'il touchait la chambre de confinement, soit par l'extérieur, soit de l'intérieur, via un effondrement des conduits, tout le complexe s'évaporerait avec nous. Nous avons bifurqué par l'ascenseur incliné, plus rapide malgré les secousses. Le sol sembla tomber sous mes pieds. Un impact majeur venait de transpercer une section éloignée, envoyant une onde de choc à travers les ancrages. Le souffle m'a plaqué contre la paroi et une pluie de poussière métallique m'a empli la bouche. À notre arrivée dans le hub thermique, le chaos pulsait. Zerlan était là, visage blême, harnaché à une console secondaire où clignotaient des diagrammes de flux. Je lus dans ses yeux plus que la peur, la culpabilité. Le temps pour l'affronter viendrait ou pas, mais à cet instant, il me fallait ses compétences. Les régulateurs de confinement affichaient des valeurs incohérentes, et les spirales superposées des champs magnétiques indiquaient des interférences que seule une perturbation externe pouvait provoquer. Était-ce encore un hasard, ou Talmarik exploitait-il une faiblesse conçue de l'intérieur? Il faut couper l'alimentation des injecteurs 3 et 4 maintenant. Ai-je lancé, déjà penché sur les commandes? Si on fait ça, l'onde de déséquilibre remonte vers la chambre secondaire, a lancé Zerlan, la voix sèche. Ça provoquera une fusion locale, mais ça peut aussi étouffer la réaction principale. Elle avait probablement raison, ou elle cherchait à temporiser. Dans le roulis permanent des alarmes, j'ai pris la décision. Mieux valait risquer une fusion sectionnelle que la déflagration totale. Mes doigts ont effleuré la surface tactile, validant la séquence. Les jauges se sont affolées, puis un grondement grave a parcouru le sol. Comme si quelque chose de massif se rétractait dans ses propres entrailles. C'est alors qu'un éclat différent m'a frappé l'œil.